Bien. Ben, bonjour à tous. Je remercie vraiment beaucoup aussi Bruno et Dominique qui ont bien planté le décor et c'était vraiment ça se complétait vraiment très bien. J'ai vraiment apprécié Dominique. Voilà, donc l'école pour nos enfants polyhandicapés, une grande utopie. Pour moi, c'est vrai que c'est un peu vieux, hein, tout ça. C'était bien avant de parler de la scolarisation possible pour les enfants handicapés. À peu près, ça se situe en 88 et chaque parent se battait pour trouver une solution de garderie, de crèche, d'école maternelle qui accepterait d'accorder un petit temps pour cet enfant, pas comme les autres. Peine perdue, car cela semblait invraisemblable. Les réponses cinglées, souvent violentes. Il y a des endroits spéciaux pour ces enfants-là, on me disait. Alors, pour un petit enfant polyhandicapé, ne sachant pas se tenir debout, le rejet était systématique. Il faut imaginer la souffrance ressentie par la mère, pourtant persuadée que ces instants mis en commun avec d'autres enfants pourraient apporter une émulation et surtout un autre regard sur le handicap. Ajoutez le handicap mental, l'épilepsie possible, parfois le bavage. Le rejet était systématique. Il ne savait pas se tenir debout. Enfin, le tableau était très noir pour ces institutrices habituées à recevoir des petits sans problème apparent. Je suis opiniâtre. Très vite, après la naissance et l'acceptation du handicap de mon adorable blondinet aux yeux bleus, j'ai tout mis en œuvre afin qu'il s'éveille au monde, à la nature, à la musique, à la famille, aux amis, qu'il vive plein d'instants joyeux, ludiques, qu'il découvre toutes les matières par tous les sens. J'ai aussi mis l'accent sur la politesse. Très tôt, il a su dire merci, bonjour. Cela me semble essentiel de donner à l'enfant ces clés, favorisant son acceptation. La gentillesse fait partie de ses atouts, ainsi que l'attention à sa présentation, propreté, habits sympathiques. Il lui manquait nécessairement d'évoluer parmi d'autres enfants. Et un essai dans une maternelle, un petit temps, m'a permis d'espérer ce miracle. Les arguments pour ne pas le garder m'ont semblé légers. Il ne marchait pas, donc il fallait le porter. Le peu de temps passé dans l'école ne nécessitant pas de change, j'attendais surtout une immersion dans une ambiance enfantine, gaie et bavarde. J'ai trouvé la dernière année, avant l'entrée en IME, une école privée qui a accepté de le prendre chaque samedi matin, durant une année. La directrice a d'abord confié à une institutrice qui a tenu quelques jours pour ensuite avouer qu'elle était incapable de s'en occuper, tant sa peine était grande de voir le handicap chez un petit enfant. La directrice l'a alors prise en charge et ce fut une réussite, tant pour l'enfant que pour la classe et le personnel. Les enfants se sont démontrés gentils, désireux de rendre service. La directrice a trouvé les bons gestes pour faire accepter l'enfant sagement assis au milieu de la classe, sur une petite chaise ou sur ses genoux, racontant des histoires ou chantant. Les activités consistaient aussi en dessin et au bout d'un an, le bilan s'est avéré très positif. Seuls des parents étaient perplexes et posaient des questions sur l'intérêt d'intégrer un enfant handicapé. Il faut ajouter que le personnel de l'école comprenait une dame totalement en empathie avec les enfants et notamment avec cet enfant handicapé. Heureusement, mon petit polyhandicapé a bénéficié de soins précocement, en plus de mes efforts pour l'éveiller et le faire bouger, avec la méthode Bobat et les lectures des livres de Mem Zuckman. Suivi par Dominique Runel pour la réduction du bavage, par maintien du menton et stimulation des joues internes, une jeune orthophoniste pour la lecture des images et prononciation des mots, orthoptiste pour l'ambliopie, nombreux rendez-vous avec le neurologue pour stabiliser les crises d'épilepsie. Une stimulation motrice a été mise en œuvre grâce à la DAP de Cambrai, avec un suivi d'un chirurgien orthopédique de Berck. Une consultation avec Jacques Lement, divers examens, dont des potentiels évoqués, ont permis d'éliminer la surdité. Toutes ces actions ont confirmé que mon enfant avait besoin de stimulation afin de suivre un apprentissage dans divers domaines et que surtout, il avait des possibilités d'apprentissage, de mémorisation, de verbalisation. Chaque avancée était une victoire et je pouvais m'assurer qu'il avait une intelligence, une compréhension, une relation riche et sensible. Une attention particulière aux jouets à manipuler a permis de développer sa capacité à faire par lui-même. Construction de volume avec des Legos, commandes par appui sur des boutons, découverte des images et leur signification, toucher de matières diverses. Les équipes éducatives de l'IME où est entré mon enfant ont aussitôt pris le relais et rivalisé d'imagination et de créativité pour lui permettre de bouger, exprimer ses envies librement, tout en devenant plus autonome, par exemple, pour manger seul ou prendre le verre et boire. Chaque apprentissage est alors une victoire. Mais quel travail à tous les niveaux! Tous les canaux sensoriels à solliciter, à observer par l'équipe, des adaptations pour rendre les activités possibles,
des jeux où le corps et l'esprit découvrent des capacités insoupçonnées au départ. Rétrospectivement, je crois qu'une préparation scolaire spécifique pour aider l'enfant à acquérir les bases scolaires serait bénéfique pour chaque enfant polyhandicapé, en interne ou en externe, avec l'environnement adapté, en impactant le moins possible sur les ressources propres à la structure. Je pense qu'il faut rester vigilant et réfléchir sur le projet individuel de l'enfant en évaluant toutes les problématiques et le contexte environnemental. Il s'agit de ne pas mettre l'enfant dans une position de souffrance psychologique, l'objectif étant de le rendre le plus épanoui possible et lui permettre d'intégrer des notions scolaires essentielles pour la communication et la vie courante. La formation de l'enseignant par rapport à ce projet doit être aussi faite de façon intelligente et pragmatique, afin d'apporter aussi à l'enseignant une satisfaction et un retour positif. En conclusion, je garde un souvenir merveilleux de ces quelques moments passés dans une vraie classe. La sympathie des autres enfants, les interactions lors de comptages d'histoires, de jeux et d'apprentissage menés de façon naturelle et pédagogique sont les prémices d'un projet éducatif apparenté à la scolarité. Voilà, je vous remercie. C'est nous qui te remercions très chaleureusement, Michel, pour ce magnifique témoignage, à la fois évidemment chargé d'émotions, mais également très instructif. Tu nous as bien décrit la progression, les environnements nécessaires. Ils m'ont mis un numéro. Les environnements nécessaires, notamment sur le plan technique et surtout sur le plan humain, la certitude d'une possibilité d'apprentissage. Et puis, tu as finalement parlé d'intelligence dans les objectifs et de viser l'épanouissement d'Antoine. Et finalement, tu as dit que cette vie en classe te laissait des souvenirs merveilleux. C'est vraiment très intéressant. Je te remercie beaucoup, Michel. Je t'en prie, merci. Merci à tous pour votre écoute. On peut passer maintenant, si vous le voulez bien, Madame Gilles, à vous. Vous êtes de Chloé et on vous laisse, s'il vous plaît, nous présenter un petit peu ce que vous avez vécu quant à la scolarisation de Chloé. Bonjour, alors je vais me présenter. Je suis Madame Gilles, la maman de Chloé, âgée de 16 ans et polyhandicapée en raison d'une maladie rare. Elle est à la maison actuellement depuis l'année passée en raison du Covid et de sa fragilité. Et je vais vous présenter l'expérience de Chloé à l'école maternelle en milieu ordinaire. Donc, quelles sont les raisons qui ont motivé l'orientation de Chloé à l'école maternelle? À 18 mois, Chloé a intégré le CAMS, le Centre d'action médico-sociale précoce de notre secteur, mais Chloé avait besoin de plus d'interactions sociales. C'est pourquoi l'équipe pluridisciplinaire nous a proposé qu'elle intègre un centre d'éducation motrice dans un complexe scolaire en milieu ordinaire. L'enseignement a été assuré par l'éducation nationale et le suivi spécialisé par une nouvelle équipe pluridisciplinaire de l'ADAPT, association spécialisée dans l'insertion sociale des personnes en situation de handicap. Nous avons accepté cette proposition parce que nous étions aussi intéressés par l'inclusion scolaire en milieu ordinaire. Donc, Chloé a intégré l'école maternelle à 4 ans dans une classe de 12 enfants de différents niveaux avec des problèmes moteurs d'origine différente. Le polyhandicap était minoritaire. L'enseignante était, donc la scolarité a duré 3 ans. L'enseignante était soutenue par les professionnels de l'ADAPT, dont une aide médico-psychologique pendant le temps de classe. Les enfants avaient des activités communes avec les classes ordinaires et ils avaient aussi la possibilité d'intégrer une classe ordinaire par la suite si leur évolution le permettait. Et le suivi comprenait aussi du sport adapté. Donc, sur le papier, c'était très alléchant, donc on était satisfait de ces propositions, mais la réalité a révélé des incohérences. La première année, la maîtresse titulaire est partie en formation pour se spécialiser et elle a été remplacée par une enseignante non formée à l'handicap. La deuxième année, la même chose pendant son congé maternité. Et la troisième année, nous pensions que Chloé allait pouvoir enfin bénéficier d'un enseignement adapté. Mais la maîtresse qui ne s'était pas intéressée aux difficultés et à l'histoire de Chloé ne parvenait pas à la comprendre et à s'adapter. Elle ne prenait pas le temps non plus d'observer le comportement et les attitudes de Chloé.
les aptitudes de Chloé. Et nous, les parents, avions beaucoup de mal à nous faire entendre. Et de manière plus générale, les apprentissages scolaires n'étaient pas adaptés au rythme et à la temporalité spécifique au pôle handicap. Les apprentissages étaient élaborés en fonction de l'âge et non des capacités. L'évaluation était réalisée avec une grille pour les enfants ordinaires et la communication était inadaptée. Plusieurs des difficultés ont alors émergé chez la maîtresse qui manquait de ressources et de connaissances relatives au polyhandicap malgré la formation spécialisée. Elle m'a dit ouvertement qu'elle ne pouvait pas accorder plus de temps à Chloé, craignant de ne pas avoir assez de temps pour boucler le programme scolaire de l'année. Chloé était alors confrontée en permanence à ces difficultés et nous, on avait le sentiment d'être devant un rouleau compresseur. Toutes ces difficultés ont eu plusieurs effets. Alors, sur la maîtresse qui semblait découragée et qui, à notre insu, s'est déchargée de Chloé en la retirant d'une grosse partie du temps de classe, remplacée par des temps avec l'éducatrice spécialisée de l'ADAPT. Chloé a alors perdu confiance en elle, elle ne semblait pas épanouie. Quant à nous, on était en colère, découragés, frustrés et déçus. Finalement, face à ce manque d'adaptation, ce manque d'inclusion et les graves conséquences sur Chloé, nous avons renoncé à la scolarisation de Chloé, mais en toute sérénité, parce que nous savions que le développement cognitif de Chloé ne se limitait pas aux apprentissages scolaires et que Chloé disposait d'autres formes d'intelligence. Chloé a ensuite intégré un IME, un institut médico-éducatif disposant d'un service spécifique au pôle handicap, une autre aventure qui, elle aussi, est compliquée. Voilà, et j'ai terminé. Merci beaucoup, Madame Gilles, pour votre témoignage qui est très instructif. Alors, vous nous présentez un ressenti particulier de cette scolarisation de Chloé en nous signalant bien tous les travers qui peuvent finalement, malheureusement, rendre cette scolarisation pas aussi épanouissante que ce que l'on pouvait espérer au départ. Et notamment, vous nous avez bien dit que même si Chloé était accompagnée notamment par un professionnel du secteur médico-social, le problème, et j'ai noté vraiment plusieurs choses importantes que vous nous avez dites, le problème est que l'enseignant n'était pas formé, pas suffisamment sensibilisé, que la temporalité propre à Chloé, nécessaire à Chloé, n'était pas respectée, que le rythme n'était pas adapté, que sa communication propre n'était pas considérée dans ses modalités, que l'enseignant n'avait pas toujours la disponibilité requise pour les besoins particuliers de Chloé, et que finalement, cette expérience de scolarisation a abouti, c'est vraiment paradoxal et très dommage, vous nous avez dit, à une perte de confiance de Chloé en elle-même. Donc, ce témoignage est vraiment très riche parce qu'il nous permet aussi de cerner les conditions qui peuvent faire de la scolarisation des enfants polyhandicapés un succès ou, à contrario, éventuellement une déception. Ces conditions sont bien énumérées dans la circulaire dont nous avons parlé, ainsi que dans les recommandations de la HAS, mais vous nous les avez exprimées d'une façon vécue et concrète. C'est pour nous très riche. Je vous remercie beaucoup, Madame Gilles. Je vous en prie. Je vous remercie également. Nous pouvons maintenant, s'il vous plaît, nous tourner vers l'équipe du CESAP de l'Oise, qui nous présente un enregistrement filmé, un témoignage vidéo d'un groupe de parents. Je remercie donc, je les cite à nouveau, Madame Savary, Madame Van Audenage et Madame Gossorg pour la réalisation de ce film. Oui. Bruno, je te passe la main, s'il te plaît, sur le plan technique. Est-ce que je peux peut-être juste dire bonjour, Madame Gossorg, en introduction, que c'est des enfants qui, pour certains, pour les 2 derniers, vous allez voir, ont extrêmement bien évolué, mais quand la scolarisation s'est faite, on était sur des déficits à la fois moteurs et cognitifs vraiment très importants. Voilà, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà, je vous laisse voir le film. Merci, Madame Gossorg. Bien sûr qu'il fallait le dire avant. Pardon de ne pas vous l'avoir proposé. Voilà, alors le film, qui c'est qui le lance, c'est moi ou c'est… Comme vous voulez, si vous pouvez le lancer, c'est plus Ouais, simple, mais sinon je le lance. Je vais le lancer. Hein. Donc, ça va partir. Voilà. Hop. C'est parti. On n'a pas le son. Ah, il n'y a pas le son. Attendez. Attendez. Il faut que je fasse…
Attendez, il faut que je prenne le son. Partager l'audio, voilà. Pardon, excusez-moi. Ça reprend. Je partage et je reviens au début. C'est bon là? Bonjour, Emmanuelle Savary, je suis chef de service du CESAD, les Colibris, porté par l'association du CESAP, Comité d'études, d'éducation et de soins aux personnes polyhandicapées. Nous allons vous présenter ce film car le CESAD s'est toujours engagé depuis sa création il y a 8 ans à encourager, accompagner les parents et leurs enfants dans ce principe de scolarisation quand cela faisait sens pour l'enfant, dans ses apprentissages, dans son besoin de socialisation et pour sa famille. Nous allons vous présenter 3 témoignages. Le premier de Sophie Cantal, qui est éducatrice spécialisée, qui est engagée dans cet accompagnement. Et puis 2 témoignages de parents voilà, qui auront le but de démontrer leur parcours, à quel point ça peut être parfois difficile, parfois très valorisant dans ce parcours de scolarisation des enfants en situation de handicap. À savoir que le service s'engage aussi dans l'accompagnement, la guidance, le soutien aux équipes enseignantes, aux AESH et dans un lien de partenariat fort avec les enseignants référents des enfants. Voilà, bon visionnage, merci. Donc, bonjour, je suis Sophie Coesi, donc je suis éducatrice spécialisée au sein du CESAD depuis son ouverture en 2013. Donc auparavant, j'ai travaillé dans divers établissements du médico-social. Donc j'ai travaillé en MEX, en foyer d'hébergement, ainsi qu'en IME. Donc le CESAD est composé d'une équipe pluridisciplinaire et donc nous sommes amenés à intervenir au sein du domicile des enfants et également au sein des établissements scolaires et lieux de socialisation. Beaucoup d'enfants du CESAD sont scolarisés en milieu ordinaire, notamment en maternelle, et il nous a semblé que c'était notre mission en tant que CESAD d'accompagner ces enfants dans cette première scolarisation. Au sein des écoles, donc j'interviens soit en dehors de la classe, avec l'enfant et son AESH dans la proposition d'activités scolaires, ou soit au sein de la classe, afin de soutenir l'équipe enseignante dans la proposition d'activités éducatives et pédagogiques en fonction des besoins de l'enfant. J'observe que les enseignantes et les AESH sont peu formées à la gestion de certaines problématiques qu'elles peuvent rencontrer et à l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Donc mon intervention au sein des écoles est aussi l'occasion d'échanger régulièrement avec l'équipe enseignante qui peut parfois rencontrer des difficultés dans la compréhension des comportements inhabituels des enfants. Donc je participe également aux ESS qui ont lieu une fois par an et qui réunissent les familles, l'équipe enseignante, l'enseignant référent et l'équipe du CESAD. Et donc cette réunion permet de garantir une certaine cohérence dans le suivi du projet personnalisé de scolarisation de l'enfant, mais également de faire le point sur ses progrès et sur ses besoins en matière d'adaptation et de matériel. C'est aussi l'occasion d'anticiper une éventuelle orientation. Donc évidemment, des progrès restent encore à faire dans l'inclusion des enfants en situation de handicap. Et à mon sens, cela doit passer par un changement des représentations au sein des écoles sur le handicap, par des moyens supplémentaires au niveau de la formation des enseignantes et des AESH, et pourquoi pas qu'il y ait des éducateurs spécialisés au sein des écoles, mais aussi que tous soient convaincus que l'enfant en situation de handicap a entièrement sa place au sein d'une école et qu'il est capable d'apprendre et d'évoluer avec des enfants de son âge. Malgré les résistances et les doutes de certains, ma priorité quand j'interviens au sein des écoles reste le bien-être de l'enfant et qu'il puisse évoluer à son rythme et en fonction de ses besoins. Merci. Bonjour, je suis la maman de Mayline, atteinte de trisomie 21. Avec Mayline, ça me fait 4 enfants. Mayline, c'est la petite dernière. Au début, c'était un peu difficile par rapport à sa maladie. Elle était atteinte du syndrome de West, donc on est resté très longtemps à l'hôpital. J'ai pas eu le temps de m'occuper de tout ce qui était suivi. Après, j'ai rencontré le CAMS qui s'est occupé de Mayline et on n'est pas resté longtemps. Elle a été suivie par le CESAD.
qui nous a aidés justement dans tout ce qui est les séances, l'accompagnement de Mayline pour pouvoir évoluer. Et ensuite, on a eu la scolarisation. Donc au départ, c'était un petit peu difficile, mais grâce à l'intervention justement des filles qui accompagnent Mayline, elles ont pu apporter l'aménagement et le soutien aux professeurs, à l'AVS qui s'occupait de Mayline. Aujourd'hui, ce qui compte pour moi, c'est qu'elle s'épanouisse et qu'elle progresse au niveau scolaire, c'est le plus important. Bon, avec la directrice, c'était un peu compliqué au niveau relationnel, étant donné que Mayline avait des problèmes cognitifs et aussi de motricité. Mais avec le temps, avec l'équipe du CESAC, justement, elles ont su m'aider à apporter des solutions. Et puis, on a rencontré aussi un nouveau professeur avec qui Mayline, elle participe beaucoup. Il adapte toutes les activités à Mayline, même si c'est pas totalement comme les autres. En tout cas, ça lui apporte, elle a pu évoluer et je vois qu'elle est épanouie de plus en plus. Et c'est une petite fille qui a vraiment envie d'aller à l'école tous les jours. D'ailleurs, quand elle n'y va pas, elle pleure derrière la porte. Aujourd'hui, j'aimerais que Mayline puisse surtout évoluer, que ce soit une petite fille qui soit heureuse d'aller à l'école. Ouais. Bonjour, je me présente, je m'appelle Madame Ourawa Khadija. Je suis maman de 2 jumeaux, Myriam et Ryan Ouabou, qui sont âgés de 10 ans maintenant. Ils sont nés en août 2011. C'est de grands prématurés, nés avec des séquelles, donc un handicap moteur, plus communément appelé dans le jargon médical dysplégie spastique. Voilà, donc à l'annonce de ce verdict, j'ai su que pour moi, ça allait être un combat au quotidien dans l'évolution de mes enfants. À l'annonce, suite à cet handicap, mes enfants ont été suivis par plusieurs structures, le COMS, en clinique Saint-Com, au CESAP. De par ces structures, là en l'occurrence mes enfants qui sont suivis au CESAP, donc j'ai eu, Madame Laperche, anciennement directrice du CESAP, m'avait proposé d'inscrire mes enfants à l'école. J'avouerai que j'avais franchement très peur de les inscrire parce que j'avais peur que mes enfants justement subissent justement le rejet, les moqueries, la différence. Mais honnêtement étonnée dans le sens vraiment positif parce qu'ils en étaient tout autre. Ils ont très très bien été accueillis tant par l'équipe éducative que les enfants. C'est vrai que les enfants, si je peux dire, ça a été vraiment une béquille pour mes enfants parce qu'ils ont toujours été là pour eux, tant pour les aider à s'habiller, pour les apprentissages, pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise avec tous les autres enfants. L'équipe aussi, toutes les rencontres aussi qu'on a pu faire, donc que ce soit avec les AESH, les enseignantes, la directrice, etc., ça s'est toujours très très bien passé. Aussi par rapport à l'enseignante référente qui suit mes enfants et d'autres enfants aussi. C'est une personne effectivement qui reste toujours très disponible et à l'écoute. C'est vrai que pendant les ESS des enfants, elle prend toujours en compte nos points de vue pour vraiment apporter en tout cas une orientation cohérente et adaptée à l'handicap de mes enfants. Et ça, en tant que parent, c'est rassurant. Franchement, c'est rassurant de pouvoir avoir, d'être entouré de personnes comme ça, comme l'équipe du CESAP, comme les enseignantes, comme l'enseignante référente, comme les enseignantes de l'école. Ça, c'est vrai que sur ça c'est motivant. C'est motivant. Et c'est vrai que le fait que mes enfants se retrouvent dans un milieu ordinaire, dans un milieu inclusif, ça a été vraiment un grand plus pour eux. C'est très bénéfique pour eux, tant dans les apprentissages scolaires que dans la vie, dans la socialisation, en tout cas avec les autres enfants. C'est vrai qu'ils n'ont pas subi de différence.
Et de par justement cette acceptation-là des enfants et du corps enseignant, c'est vrai qu'ils ne font même plus attention à leur handicap. Et je trouve que permettre justement à des enfants porteurs de handicap, tels qu'ils soient, dans un milieu comme ça, ordinaire, où c'est mélangé avec des enfants dits normaux et des enfants extraordinaires, parce que moi je vais les appeler comme ça, c'est vraiment un plus pour pour leur épanouissement personnel, pour plus tard aussi. Et c'est vrai que en tant que maman, je trouve que c'est vraiment un plus pour eux, parce que ça les rend plus autonomes, plus matures, espérant qu'un jour qu'ils soient responsables. Mais en tout cas, aucun regret, parce que je sais qu'en tant que maman, je me suis battue justement pour qu'ils aient cette scolarisation-là, et je regrette en rien, en tout cas, mes motivations et mes démarches. Voilà. Merci beaucoup à toute l'équipe du CESAP pour ce magnifique film. Avant de parler du fond, déjà signaler, c'est pas le plus important, mais c'est important à signaler quand même la qualité du film. Il est magnifique à regarder, il a des mentions écrites qui complètent ce qui est dit oralement. Bravo à l'équipe du CESAP pour ce film vraiment très bien fait et très bien monté. Peut-être que Madame Gossor, vous voulez dire quelque chose? Non, si vous avez des questions, mais voilà, c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, hein, on peut avoir l'impression que c'est des enfants pour qui tout roule aujourd'hui, où il n'y a pas de difficulté, mais c'était des enfants quand même qui étaient au départ porteurs de handicap sévère, et dont on pense que toute cette scolarisation leur a permis aussi de développer des compétences qu'ils n'auraient pas eues autrement. Voilà, aussi. Et on n'a pas pu filmer d'autres parents comme on aurait voulu, mais on a aussi des enfants qui ont vraiment des handicaps très lourds, et tous ont le même discours aujourd'hui. Si c'est bien accompagné, si c'est soutenu, si ça respecte le rythme de l'enfant, ça a du sens. Merci pour ce témoignage très fort, Madame Gossorg. On peut revenir quelques instants effectivement sur les 3 personnes que nous avons vues sur cette vidéo. D'abord une professionnelle, Madame Sophie Coesi, effectivement nous a dit toute l'importance de travailler en équipe, que le CESAP peut